Au sein de l'univers, existent des objets et des phénomènes tellement étranges qu'ils pourraient être sortis de l'imagination d'un auteur de science-fiction. Il y a des choses tellement différentes dans l'espace qu'il est difficile de s'en rendre compte depuis la Terre. Imaginez qu'une particule puisse vous traverser, qu'une planète se cache dans notre système solaire, que des nuages soient remplis de l'alcool que nous buvons. Il y a beaucoup de choses étranges dans l'univers, mais ce sont souvent les plus étonnantes qui nous apprennent le plus à son sujet. C'est saugrenu, inexplicable et incroyablement bizarre. Partons ensemble vers l'étrangeté de notre univers. De la Voie lactée aux confins de notre galaxie à des milliards d'années-lumière, nous sommes entourés de choses étranges. C'est difficile de comprendre certains concepts ou choses que nous trouvons dans l'espace, parce que ce qu'il y a sur la Terre est très différent. Plus on pense apprendre, moins on sait de choses. Il nous reste à découvrir une quantité infinie de choses étranges dans l'univers. L'univers regorge d'objets et de phénomènes mystérieux que nous ne comprenons pas encore complètement. Aussi étrange que cela puisse paraître, les astronomes ont découvert des nuages interstellaires remplis du même alcool que celui que contient la bière. Il existe un nuage étrange qui est fait de molécules organiques, et en particulier d'alcool éthylique. C'est le type d'alcool que nous buvons. C'est assez drôle de se dire qu'il existe une énorme distillerie cosmique pour de vrai. Mais c'est bien le cas. Les nuages moléculaires géants sont des ensembles gigantesques de gaz et de poussière. Certains font jusqu'à 1000 fois la taille de notre propre système solaire. Leur noyau dense et imposant permet la création de molécules complexes qui peuvent produire un cocktail cosmique. Dans cette microbrasserie, on utilise de l'orge, de l'eau et de la levure pour faire de l'alcool. Alors que dans les nuages moléculaires interstellaires, ce sont des grains de poussière qui servent de site de nucléation pour les molécules les moins complexes, comme l'hydrogène, l'eau et le dioxyde de carbone, qui se réunissent et créent par réaction chimique des molécules complexes comme l'alcool éthylique. Lorsque ces grains de poussière se rapprochent du centre du nuage moléculaire et de son noyau, ils peuvent être assez chauffés pour que s'évaporent certaines molécules complexes, ce qui dégage de l'alcool éthylique dans l'espace. Merci. Comme dans cette microbrasserie, les grains de poussière des nuages moléculaires sont des lieux de rencontre pour que les molécules esselées se réunissent pour en former de plus complexes. Le premier nuage d'alcool a été découvert en 1975. Depuis, on a pu observer encore plus de ces nuages vraiment étranges. Le G34-3, qui se trouve dans la constellation Aquila, fait 1 millier de fois le diamètre de notre système solaire. Un de ces nuages contient assez d'alcool éthylique pour fournir 300 000 pintes de bière par jour et par personne pour le prochain milliard d'années. L'inconvénient, c'est que ça risquerait de nous provoquer une sacrée migraine, parce que l'alcool est mélangé à du cyanure d'hydrogène, du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone, de l'ammoniac et d'autres composants chimiques pas très bons. Ils ont l'air de nuages innocents qui dérivent simplement dans l'espace. Mais aussi étonnant que ça puisse paraître, ils finissent par former de nombreux systèmes stellaires, des planètes, et peut-être même une forme de vie. Sur les bordures extérieures du nuage, ces grains de poussière gelés et leurs molécules complexes restent intacts. Aujourd'hui, nous les appelons comètes.
On pense qu'elle pourrait être responsable de l'apparition de certaines de ces molécules complexes au sein de notre système solaire. Elle pourrait même avoir imprégné notre planète de ces molécules qui sont la base des acides aminés dont nous avons besoin pour vivre. Notre Soleil, tout comme la Terre, a été créé à partir d'un nuage interstellaire, un peu comme ce nuage d'alcool. Si on a les bons ingrédients organiques, on a les bons ingrédients pour la vie. C'est assez étrange de se dire qu'il y a un gigantesque nuage d'alcool dans l'espace. Mais ce que j'aime, c'est qu'il y ait ces simples molécules organiques, et l'alcool en fait partie, un peu partout dans la galaxie et l'univers. Elles sont partout. Si on réduisait la Terre en poussière, ça ressemblerait à un nuage interstellaire, avec tous les composants chimiques dont nous sommes faits. Des nuages chargés d'alcool pourraient avoir contribué à la création de la vie sur Terre. Mais bien que cela puisse paraître incroyable, il pourrait exister une forme de vie dans d'autres genres d'étranges nuages. Vénus, la deuxième planète la plus proche du Soleil, a une surface brûlante. Mais étrangement, ces nuages, qui flottent à une altitude d'environ 50 km, ont une température qui leur permettrait d'abriter la vie. Les températures sont semblables à celles de la surface de la Terre. La pression atmosphérique est similaire également. Alors, si la vie est possible sur Terre, elle pourrait l'être dans les mêmes conditions sur Vénus. S'il y a de la vie dans les nuages de Vénus, comment est-elle arrivée là? L'atmosphère de Vénus est le résultat de ce qu'on appelle l'effet de serre. L'accumulation de dioxyde de carbone a provoqué une montée des températures en surface. S'il y a eu un océan liquide sur Vénus, il a dû s'évaporer et disparaître dans l'espace. Il a pu migrer dans les couches supérieures et plus accueillantes de l'atmosphère. La vie, telle que nous la connaissons, nécessite de l'eau. Les nuages de Vénus en contiennent sous forme d'acide sulfurique concentré. Sur Terre, les scientifiques ont découvert un organisme extrémophile qui se développe dans des liquides acides similaires, comme les sources d'eau chaude du parc national de Yellowstone. Certaines personnes estiment que des organismes peuvent survivre dans les nuages de Vénus. Ils pourraient même avoir développé un moyen d'utiliser la lumière ultraviolette, tout comme les plantes utilisent la lumière pour la photosynthèse. Il se passe beaucoup de choses du point de vue chimique dans les nuages. Il y a du soufre, de l'hydrogène et d'autres éléments nécessaires à créer et à maintenir la vie. Ils sont présents en abondance à cette altitude. Il n'est pas inconcevable qu'une forme de vie puisse être présente dans les couches nuageuses de Vénus. L'une des méthodes de vérification de cette hypothèse est l'examen des nuages terrestres. On a fait des mesures sur Terre en capturant des particules de nuages et en les analysant dans un laboratoire. Et on a démontré que de petits organismes, des bactéries, peuvent survivre dans l'atmosphère et être entraînés dans des courants d'air ascendants ou des rafales de vent. Ils peuvent peut-être survivre pendant une longue période de temps. Ce même comportement peut avoir lieu sur Vénus. S'il existe une forme de vie dans l'atmosphère vénusienne, il se peut qu'elle virevolte sur de longues périodes. La NASA pourrait un jour lancer une mission pour découvrir s'il y a de la vie dans les nuages de Vénus. Mais pour le moment, les scientifiques tentent de savoir s'il existe dans notre système solaire une planète particulière, une planète mystérieuse qu'il leur faut encore découvrir. La planète X existe peut-être au-delà de Neptune. La planète X est un terme générique donné à une planète inconnue quelque part dans les confins du système solaire qui reste encore à découvrir. Les astronomes ont commencé à spéculer sur la possibilité d'une planète supplémentaire en observant la ceinture de Kuiper, un dépôt de roches de glace au-delà de l'orbite de Neptune. Le bord extérieur de la ceinture de Kuiper est appelé falaise de Kuiper, à cause de la densité de roches spatiales qui chutent brutalement à cet endroit.
Ça pourrait être provoqué par l'interaction gravitationnelle de Neptune ou peut-être par une planète inconnue. L'une des hypothèses concernant la chute des objets dans la ceinture de Kuiper observée après 50 ou 50 unités astronomiques est qu'il pourrait y avoir une planète dans les environs qui provoquerait le phénomène observé dans cette zone. Pendant des décennies, les scientifiques se sont demandé combien de planètes comporte notre système solaire. Existe-t-il réellement une planète X? À sa découverte, Pluton a été désigné comme étant la planète X. Plus récemment, on a découvert des objets dans la ceinture de Kuiper, comme Eris ou Sedna, qu'on a également qualifié de planète X. On peut toujours découvrir un très grand objet dans les profondeurs du système solaire. C'est pourquoi persiste l'idée que cette planète X, ou qu'une autre planète mystérieuse, se cache quelque part. Les scientifiques pourraient rapidement résoudre le mystère de la falaise de Kuiper. S'il existe réellement une planète X, ces fins limiers de l'espace la trouveront. On devrait pouvoir découvrir assez rapidement si une telle planète existe vraiment grâce à une nouvelle génération de télescopes à grande échelle qui vont pouvoir absolument tout détecter. Nous ne sommes pas sûrs que la planète X existe. Mais d'autres planètes ont pu être observées dans les confins de l'espace. Et elles sont vraiment extraordinaires. Notre système solaire possède quelques planètes un peu étranges, mais nous ne sommes pas les seuls. De très puissants télescopes ont identifié à ce jour près de 300 planètes situées bien au-delà de notre système solaire. On les appelle exoplanètes. Les plus étranges sont les planètes de pulsars. Contrairement à la plupart qui orbitent autour d'une étoile comme notre Soleil, ces planètes tournent autour d'une étoile à neutrons en rotation rapide appelée pulsar, qui émettent un faisceau de lumière par rayonnement électromagnétique, un peu comme un phare. Dans les années 90, des scientifiques ont découvert un trio de planètes de pulsars dans la constellation de la Vierge à environ 900 années-lumière. À mon avis, ce sont les planètes les plus étranges de l'univers. Ces planètes sont vraiment proches du pulsar. Et ce n'est pas vraiment l'endroit idéal. Personne ne s'attendait à trouver des planètes à cet endroit, parce qu'un pulsar ou une étoile à neutrons est en fait le résidu d'une explosion de supernova. Une étoile s'est déchirée et a créé l'une des explosions les plus violentes qui ait eu lieu dans l'univers. Alors qu'est-ce que ces planètes font là? C'était une vraie surprise. Il y a 3 planètes comme ça, et l'une d'entre elles ont une masse 4 fois supérieure à celle de la Terre, et la troisième, le double de celle de la Lune. Ce sont des petites planètes. Elles tournent tellement près de leur étoile à neutrons qu'elles pourraient presque entrer dans l'orbite de Mercure. Elles sont vraiment proches. Une question persiste. Comment ces planètes ont-elles survécu à la supernova? Si la même chose arrivait à notre Soleil, les planètes du système solaire se vaporiseraient. Si les planètes que nous voyons étaient là au moment de la supernova, et si elles y ont survécu, toute forme de vie qui aurait pu s'y trouver s'est probablement éteinte. Nous n'avons aucun espoir. La puissance, l'énergie et les radiations provoquées par la supernova auraient été fatales pour absolument tout. Si les 3 planètes n'étaient pas dans l'orbite de l'étoile au moment de son explosion, comment seraient-elles arrivées là? Peut-être que ces étranges planètes de pulsars ont été créées à partir des débris de la supernova, l'étoile qui a explosé. Peut-être qu'une partie de l'étoile ne s'est pas vraiment échappée et qu'elle contenait assez de matière pour que les 3 planètes puissent être formées. Nous n'avons aucune certitude à ce sujet.
elles remettent tout ce que nous pensions en question. Les planètes de pulsars nous offrent un tout nouvel aperçu sur la formation des systèmes solaires dans l'univers. Si les planètes de pulsars se sont formées après l'explosion de la supernova, cela prouve que la formation des planètes peut se faire dans des environnements assez extrêmes et inattendus. On n'a peut-être pas besoin de quelque chose d'aussi ordonné que le gaz qui a formé notre système planétaire. C'est une bonne chose. Mais si elles étaient présentes avant l'explosion et sont restées liées à l'étoile, c'est très intéressant, car ça démontre que le lien entre les planètes peut survivre dans certaines circonstances. Les planètes de pulsars sont de vraies curiosités. Mais les étoiles à neutrons ou les pulsars autour desquels elles gravitent sont également très étranges. La matière qui compose une étoile à neutrons est très dense. Sa masse par unité de volume est très élevée. Elle est aussi dense qu'un noyau atomique. Si cette pelletée de sable était en fait la matière de l'étoile à neutrons, elle pèserait autant que le mont Whitney dans la Sierra Nevada en Californie. Ça aurait la même masse qu'une montagne. Et si on remplissait un seau de cette matière, il pèserait autant que le mont Everest, le plus haut sommet sur Terre. Je peux soulever un seau de sable assez facilement, mais si c'était de la matière d'étoile à neutrons, je ne pourrais jamais soulever le mont Everest, ce qui prouve à quel point cette matière est dense. Il existe deux types d'étoiles à neutrons. Les pulsars, qui tournent rapidement et émettent un signal périodique, et les magnétars, qui tournent plus lentement et émettent de l'énergie magnétique. Les magnétars, qui sont plus rares que les pulsars, ont les champs magnétiques les plus puissants qu'on connaisse. Il n'y a aucun endroit sur Terre où l'on trouve de champs magnétiques aussi puissants que ceux qu'on trouve sur les magnétars. On peut tout de même établir un parallèle avec cette bobine Tesla. La bobine Tesla a été expérimentée à l'origine par Nikola Tesla, alors qu'il essayait de trouver un moyen de fournir de l'électricité par l'air, sans avoir besoin d'installer des fils électriques. Il y a une grande différence de voltage d'environ 1 demi-million de volts entre le cylindre du milieu et la cage qui l'entoure. Dans l'intervalle, une énergie est libérée. Et quand les électrons se déplacent dans l'air, ils libèrent une énorme quantité d'énergie que l'on voit dans les étincelles. C'est un peu pareil dans les magnétars. C'est cette énergie que l'on voit dans les rayons gamma et les rayons X. Les magnétars peuvent libérer de grandes quantités d'énergie. Non pas de manière périodique comme les pulsars, mais plutôt au hasard. Il y a comme un tremblement d'étoiles à la surface. Et plusieurs champs magnétiques se réunissent et libèrent beaucoup d'énergie, qui se transforme en rayons gamma et en rayons X. Les magnétars et les pulsars sont des étoiles assez étranges. Mais les scientifiques ont découvert quelque chose d'encore plus étrange. Une étoile qui se comporte comme un pulsar et un magnétar en même temps. Le Rossi X-ray Timing Explorer de la NASA a observé que cette étrange étoile avait libéré 5 éruptions d'énergie sous forme de flamboiements propres au magnétar. Ça s'est passé 5 fois entre mai et juillet 2005. À chaque fois, ça a duré moins d'1 seconde, mais l'énergie libérée équivalait à celle de dizaines de milliers de soleils. Il y a eu un cas de pulsar qui a subi plusieurs explosions identiques à celles d'un magnétar, ce qui nécessite un champ magnétique très puissant et une sorte de restructuration de celui-ci qui libère soudainement bien plus d'énergie qu'un pulsar ordinaire. Nous avons donc la preuve d'un lien, peut-être manquant, entre les pulsars et les magnétars. Un pulsar qui s'est comporté comme un magnétar. Cette étoile, qui est un pulsar et un magnétar à la fois, est très jeune. Elle a moins de 900 ans.
Les astronomes pensent que les étoiles à neutrons peuvent être d'abord des magnétars, avant de se stabiliser et de devenir des pulsars. Il est possible que beaucoup d'étoiles à neutrons, qui sont par la suite devenues des pulsars normaux, subissent des explosions similaires à celles des magnétars lorsqu'elles sont très jeunes et qu'elles n'ont que quelques centaines ou un millier d'années. C'est peut-être l'explication. Nous voyons celle-ci alors qu'elle est plus jeune que les autres pulsars que nous observons. Il existe des étoiles inhabituelles dans le cosmos. Mais il y a d'autres choses tout aussi étranges dans l'espace. Récemment, les scientifiques ont résolu le mystère qui entourait l'un des éléments les plus insaisissables de l'univers, une particule fantôme qui nous traverse chaque seconde de chaque jour. L'univers regorge d'un nombre infini de planètes et d'étoiles anormales. En parallèle, il existe tout autant de choses étranges et plus petites dans l'espace. Les êtres humains, tout comme l'univers, sont faits de matière normale, qui consiste essentiellement en 4 particules fondamentales. L'une d'elles est une particule fantôme appelée neutrino. Pour moi, les neutrinos font partie des éléments de matière normale les plus étranges de l'univers. En ce moment même, il y a 50 trillions de neutrinos provenant du Soleil qui traversent mon corps. Et il y a d'autres neutrinos provenant d'autres étoiles qui traversent la Terre en toutes directions. Ces choses me pénètrent par trillions chaque seconde. Mais nous n'en avons même pas conscience. Elles n'interagissent pas vraiment avec nous. Il existe une petite particule étrange du nom de neutrino, ce qui veut dire le petit neutre en italien. Sa masse est très faible. C'est une infime quantité de presque rien. Mais il contient de l'énergie et il traverse l'espace presque à la vitesse de la lumière. Ces choses n'ont pas d'interaction. Mais imaginez l'équivalent d'un morceau de plomb d'une épaisseur d'une année-lumière. Si on envoyait un rayon de neutrinos dans sa direction, la moitié d'entre eux traverserait le plomb et en sortirait indemne. Les neutrinos sont communément formés suite à des réactions nucléaires à l'intérieur d'étoiles et de notre Soleil aussi. Environ 60 milliards de neutrinos solaires nous traversent à chaque seconde. Mais d'autres sources créent des neutrinos. Ils sont produits par des réacteurs nucléaires. Certains d'entre eux sont produits par des déchets radioactifs d'éléments contenus dans la roche qui nous entoure. D'autres sont produits lorsque les rayons cosmiques pénètrent dans notre atmosphère. Quand ils le font, c'est avec la puissance d'une balle rapide allant à près de 150 km/h. Un grand nombre de neutrinos ont été libérés dans l'univers immédiatement après le Big Bang, tout comme d'autres particules ainsi que de la lumière. Les humains sont les descendants de ce mélange. Les neutrinos sont de petits objets inhabituels. Mais il existe des choses plus grandes, tout aussi inhabituelles. Les astéroïdes sont des restes rocheux de la formation du système solaire. Ces rochers de l'espace sont à la base en orbite dans la ceinture d'astéroïdes entre Jupiter et Mars. Parmi le milliard d'astéroïdes présents dans la ceinture, l'un d'eux est vraiment excentrique.
L'un des astéroïdes les plus étranges s'appelle Toutatis. Et je suppose que s'il attire notre attention, c'est parce qu'il n'est pas tout à fait rond. Il a une forme un peu originale. On dirait un peu une quille de bowling allongée, comme deux bosses reliées par une partie plus étroite. Certains pensent même qu'il s'agit de deux morceaux différents, à peine reliés entre eux. Sa période de rotation est assez étrange. On dirait qu'il tombe, un peu comme un ballon qu'on aurait mal lancé. Il ne tourne pas autour de l'un de ses axes primaires. On dirait qu'il dérive dans l'espace, qu'il tourne en suivant 3 axes. L'orbite de Toutatis a une forme très elliptique, qui le porte de la ceinture d'astéroïdes à l'orbite de la Terre. C'est un astéroïde qui croise l'orbite de la Terre, ce qui en fait un danger dans la mesure où il pourrait nous percuter. En septembre 2004, Toutatis s'est rapproché dangereusement. L'astéroïde est entré dans un rayon d'1,5 million de kilomètres, soit 4 fois la distance qui nous sépare de la Lune. C'est très proche pour un astéroïde. Il est très grand, et s'il s'écrasait sur la Terre, il ne serait pas du tout ralenti par notre atmosphère. Il frapperait fort, et ce serait dévastateur pour la Terre. Il ne repassera pas si près avant le 26e siècle, donc dans plusieurs centaines d'années. On est hors de danger en ce qui concerne Toutatis, mais il faut quand même garder un œil dessus. Toutatis n'est pas un astéroïde comme les autres. Mais il y a des corps célestes bien plus grands et plus étranges qui errent dans l'univers. Une lune, également appelée satellite, est un corps céleste qui tourne autour d'une planète ou d'un objet plus petit, comme une planète naine ou un astéroïde. Il existe environ 240 lunes rien que dans notre système solaire. Pourtant, notre Lune est le seul satellite du système solaire qui éclipse totalement le Soleil. Mais l'une des lunes les plus étranges appartient à une géante gazeuse aux confins de notre système solaire. Miranda, l'une des lunes d'Uranus, est vraiment étrange. Elle est très petite et mesure moins de 500 km de diamètre. C'est à peu près la distance qui sépare New York de Washington. Mais elle est vraiment hors du commun. Miranda a été surnommée la lune Frankenstein de notre système solaire à cause de sa surface irrégulière. La surface comporte beaucoup d'irrégularités, de canyons, de défauts et de failles. On dirait qu'elle a été abîmée. Bien que son diamètre ne dépasse pas les 500 km, elle a des failles de 18 km. À titre de comparaison, le Grand Canyon mesure 450 km de long et environ 1,5 km de profondeur. Ce qui fait de Miranda l'une des lunes les plus étranges du système solaire, c'est qu'on dirait qu'elle a été assemblée à partir des restes d'autres lunes. Sa surface a 2 aspects. Certaines régions sont très plates et d'autres sont au contraire très dynamiques. Miranda étonne les astronomes parce qu'ils ignorent comment elle a été formée. Une théorie suggère qu'il y a des milliards d'années, la petite Lune pourrait avoir subi un impact cosmique tellement puissant qu'elle aurait été pulvérisée en plusieurs morceaux rocheux et gelés. Ces morceaux se seraient ensuite rassemblés en mélangeant formes et couleurs. Mais une autre hypothèse suggère que la surface de Miranda est le résultat de la création de failles dues à des pressions énormes qui poussent de grandes masses rocheuses au-delà de leurs limites. Ça ressemble beaucoup à ce qui s'est passé sur Terre. Vasquez Rocks, en Californie, est apparu parce que 2 plaques tectoniques se sont rencontrées et ont exercé une grande pression l'une contre l'autre. Afin de soulager cette pression, on crée des plis à la surface, d'où ces grandes irrégularités que l'on observe partout.
Quelque chose de similaire se passe sur Miranda, où il y a une pression énorme sur la surface qui cause la création de plis et de failles, d'où les pics et les escarpements que nous voyons. Miranda n'est qu'un des objets inexplicables parmi 1 million d'autres qui composent la Voie lactée. Mais notre galaxie n'est pas la plus bizarre de l'univers. Il y en a d'autres qui nous obligent à redéfinir le mot « étrange ». Les galaxies. Ce sont des quartiers célestes constitués de planètes, d'étoiles, de gaz et de poussière. Il en existe au moins 100 milliards dans l'univers qu'il nous est possible d'observer. Beaucoup d'astronomes estiment que les plus étranges sont les galaxies lumineuses en infrarouge. Quand on les observe sous lumière infrarouge, elles sont 100 fois plus brillantes que les autres galaxies. Elles font partie des plus lumineuses de l'univers. L'énorme quantité d'énergie dégagée par ces galaxies ultralumineuses en infrarouge est le résultat d'explosions lors de la formation d'étoiles. Dans notre galaxie, une étoile de la taille du Soleil naît chaque année. Mais dans ces galaxies lumineuses en infrarouge, une centaine de nouvelles étoiles se forment chaque année. Les étoiles sont formées à partir de gaz interstellaires et sont entourées de poussière. On ne peut pas vraiment voir ce processus de formation, mais toute cette énergie réchauffe la poussière, qui à son tour brille sous la lumière infrarouge. On voit toute l'énergie de toutes ces générations d'étoiles être absorbée et rayonner de nouveau en infrarouge à travers la poussière de ces galaxies. C'est comme s'il y avait un voile autour de ces galaxies, et ce voile brille lui aussi très fort. Les galaxies lumineuses en infrarouge ont été découvertes dans les années 80, quand le télescope spatial infrarouge IRAS a remarqué des galaxies très lumineuses dans des longueurs d'onde infrarouges qui étaient 1 trillion de fois plus puissantes que le Soleil. L'une de ces galaxies les plus lumineuses a été identifiée sous le nom F15307 + 3252. Elle est située à 7 milliards d'années-lumière dans la constellation du Bouvier. Les numéros dans ces noms font référence à la direction et aux coordonnées dans le ciel auxquelles on peut trouver l'élément. Celui-ci est très lumineux à une certaine distance. Et c'est une découverte très intéressante car il y a tant d'étoiles en formation et nous voulons comprendre pourquoi. Comment est-ce que ça s'est produit? Qu'est-ce qui a déclenché cette grande quantité de formation d'étoiles que nous observons? L'une des hypothèses est que ces galaxies sont très actives parce qu'elles sont le résultat soit de fusion, soit de tentatives de fusion avec d'autres galaxies. Quand une galaxie se rapproche d'une autre, ou même entre en collision avec elle, il peut y avoir une compression d'une grande quantité de gaz, qui peut déclencher une vague de formation d'étoiles ou canaliser de manière efficace le gaz dans un trou noir, ce qui crée de la chaleur autour du disque d'accrétion. À ce jour, nous recherchons encore activement l'explication du processus qui crée ces galaxies inhabituelles. Des trous noirs supermassifs ont été détectés au centre de galaxies ultralumineuses en infrarouge. Il s'agit de régions dans l'espace où la gravité est tellement forte que rien ne peut y échapper, pas même la lumière. Mais une catégorie encore plus étrange de trous noirs pourrait également exister. Les micro-trous noirs sont une sorte hypothétique d'éléments plus petits que le noyau d'un atome. Contrairement aux trous noirs stellaires ou supermassifs, les micro-trous noirs n'ont jamais été observés, mais de nombreux scientifiques croient en leur existence. Les micro-trous noirs sont probablement très communs. Il y en a peut-être un là sous mon nez, un là, un autre là. On ne le saura peut-être jamais. Les micro-trous noirs sont peut-être des restes du Big Bang. L'explosion aurait pu concentrer de la matière pour qu'elle forme des trous noirs trop petits pour être observables au microscope.
Plus le trou noir est petit, plus vite il perd de la masse. Donc si un tout petit trou noir de la masse d'une montagne avait été créé peu après le Big Bang, alors aujourd'hui, 14 milliards d'années plus tard, il se serait évaporé tellement vite que les résidus se seraient évaporés également dans une explosion colossale. Les scientifiques pourraient démontrer l'existence de micro-trous noirs en les créant de manière temporaire sur Terre. En Suisse, ils ont construit le Grand Collisionneur de Hadron. C'est un accélérateur de particules qui devrait être capable de faire entrer en collision des particules subatomiques pour reproduire les énergies qui existaient moins d'une seconde après le Big Bang. Le Grand Collisionneur de Hadron va pouvoir entraîner à toute vitesse les particules les unes vers les autres. Et pendant un instant, il y aura beaucoup de masse dans un espace très limité. Et on pourrait parvenir à créer des micro-trous noirs. C'est une idée fantastique. Nous sommes sur le point de créer des micro-trous noirs artificiels dans un laboratoire. Si le Grand Collisionneur de Hadron produit réellement des micro-trous noirs, ce sera très important, car cela démontrera qu'ils existent vraiment, ou qu'ils peuvent exister, et qu'ils ne sont pas juste une invention de notre imagination théorique. Les micro-trous noirs que le Grand Collisionneur de Hadron pourrait produire n'existeraient qu'un instant avant de disparaître. Si ça fonctionne, l'expérience pourrait également révéler certains secrets au sujet d'un autre phénomène curieux dans l'univers. Une matière qui est complètement invisible. Pour trouver cette matière fantôme, les scientifiques n'ont pas eu à chercher plus loin que dans notre propre quartier galactique, la Voie lactée. Aussi étrange que cela puisse paraître, les planètes, les étoiles, les lunes et les galaxies représentent moins de 20% de toute la matière présente dans l'univers. Le reste est composé de matière noire, une forme de matière que nous ne voyons pas, mais qui est présente partout. L'idée de la matière noire a pour la première fois été introduite au début des années 30, mais peu de scientifiques y ont cru à l'époque. Au cours des 20 dernières années, les preuves de l'existence de ce phénomène invisible se sont multipliées. Quand on a commencé à dessiner la carte de la Voie lactée, on a remarqué que les étoiles au bord de la galaxie se déplaçaient si rapidement qu'elles auraient dû en sortir. Mais ce n'est pas le cas. Elles sont retenues par quelque chose d'invisible, quelque chose qui ajoute de la force d'attraction à la galaxie, de la gravité. Mais nous ne savions pas ce que ça pouvait être. C'est étrange de se dire qu'on ne peut même pas voir une partie de l'univers. On détecte la matière noire parce qu'elle agit sur la gravité de la masse qui nous est visible. Les galaxies tournent plus vite qu'elles ne le devraient, si on calcule la gravité à laquelle elles sont soumises par rapport à la quantité de matière que l'on voit. Si cette attraction gravitationnelle n'existait pas, les gaz chauds se disperseraient. Nous savons donc qu'il y a davantage de gravité que ce que nous pourrions penser au vu de la quantité de masse que nous voyons. On a appelé ça la matière noire, tout simplement. L'un des moyens de mesurer la matière noire est d'observer les gaz chauds qui émettent des rayons X et comment ils sont contenus par la gravité qu'ils contiennent. Un autre moyen consiste à observer quelque chose appelé lentille gravitationnelle. Une lentille gravitationnelle est créée lorsque l'on voit une galaxie très lointaine derrière une autre galaxie. La lumière émise par la première est détournée pour contourner la seconde galaxie. C'est étrange de se dire que la lumière se tord pour former une lentille. C'est la gravité qui cause cette altération. On a donc remarqué ces galaxies déformées par la gravité. Pour qu'une telle altération puisse être possible, la masse, à leur centre, aurait dû être 10 fois plus élevée que la masse de ce que nous pouvions voir. On avait donc face à nous un ensemble de matière noire. La matière noire constitue peut-être la majorité de la masse dans l'espace. Mais la plupart de l'énergie de l'univers provient d'un autre phénomène invisible appelé l'énergie sombre. C'est une forme d'énergie théorique qui existe partout et représenterait 70% de la masse totale et de l'énergie de l'univers.
Ce qui est le plus bizarre, c'est que la chose qui reste la plus mystérieuse de l'univers soit quelque chose appelé énergie sombre. Cette énergie sombre n'a pas grand-chose à voir avec la matière noire. Ce sont deux choses différentes. L'énergie sombre a été observée pour la première fois en 1998, lorsque les dimensions d'étoiles qui explosaient ont été utilisées pour déterminer la distance des galaxies. On a pu démontrer qu'elles étaient bien plus lointaines que ce qu'on imaginait dans un univers qui ralentit avec le temps. Les astronomes ont ainsi conclu que l'univers s'étend de plus en plus rapidement. Ça peut être dû à l'énergie sombre. L'univers est rempli de cette énergie sombre répulsive. C'est quelque chose d'étrange qui cause l'accélération de l'expansion de l'univers au fil du temps. Ça va se passer comme ça, de plus en plus rapidement. Et c'était très étrange au moment où on l'a découvert. Ce n'est pas quelque chose qu'on avait anticipé. On dirait bien qu'une plus grande partie de l'univers est constituée d'énergie sombre. C'est une substance qui est sombre. Elle ne brille pas. On ne peut pas la voir. Mais elle fait s'accélérer l'expansion de l'univers. C'est quelque chose qui annule la gravité. La matière normale et l'énergie ont tendance à ralentir le rythme auquel les choses s'éloignent les unes des autres parce qu'elles s'attirent les unes les autres grâce à la gravité. Mais l'énergie sombre accélère ce rythme. Une théorie suggère que l'énergie sombre va accélérer l'expansion de l'espace à tel point que l'univers éclatera en lambeaux dans 50 milliards d'années. Si c'est le cas, alors non seulement des groupes de galaxies seront séparés les uns des autres, mais les galaxies elles-mêmes se déchireront, puisque les étoiles s'éloigneront à la vitesse de l'éclair. Alors les systèmes solaires, les systèmes planétaires seront détruits. Par la suite, ce seront les planètes qui seront détruites, ainsi que les humains et même les atomes et les particules subatomiques. L'univers regorge d'éléments étranges et intéressants. Mais le plus étonnant d'entre eux pourrait bien se trouver dans notre jardin. À mes yeux, la chose la plus étrange de l'univers est de loin la Terre. J'y vis, alors j'y connais quelque chose. C'est un endroit surprenant. Une planète rocheuse située près d'une étoile et où pousse toute cette verdure qui, grâce au soleil, devient de la nourriture. C'est étrange, même si pour les autres, ça n'a rien de vraiment extraordinaire, parce que c'est chez eux. Je dirais que la chose la plus étrange dans le cosmos, ce sont les êtres humains. Nous sommes vraiment hors du commun. Et nous n'avons encore trouvé aucun être semblable dans tout l'univers. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'en existe pas. Nous sommes assez étranges.